Alors, nous avons une keynote mentoring à propos de l'expérience client. L'expérience client, donc, vers une customer centricity durable et génératrice de valeur. Ça va être le thème principal de notre keynote. Et on est dans un environnement relationnel de plus en plus complexe, exigence accrue des consommateurs et des clients, une accélération de la démocratisation de l'IA générative appliquée au métier de la RC, et où l'omnicanalité devient la norme. Il est primordial pour les marques de repositionner le client au cœur de leur stratégie et de garantir des expériences homogènes et à impact. Dans ce contexte, l'expérience client donc, sort progressivement de ses frontières historiques pour se positionner en réel chef d'orchestre de la transformation des organisations. Voilà, c'est une keynote qui est animée par Claire Delez, notre coordinatrice éditoriale plénière par Retail Week et aussi consultante éditoriale Content Story. Et nous allons accueillir notre mentor expérience client, le Global Customer Care Experience Director de L'Oréal Luxe, Mathieu Caron. Et puis aussi, nous accueillerons la Global Retail Customer Experience L'Oréal Luxe, Caroline Lotte, pour nous faire part de leur expérience. Alors, je vous prie d'applaudir très fort, s'il vous plaît, Claire Delez, Caroline Lotte et Mathieu Caron. Bien, rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce mentoring qui est dédié à l'expérience client. Donc, bien Marc vient de vous présenter, mais en tout cas, bonjour Mathieu, mentor de cette très belle thématique. Vous avez convié également Caroline à vos côtés. On est là pour parler de Customer Centricity durable et génératrice de valeur. Avant cela, j'aimerais quand même que vous, peut-être que vous vous présentiez pour parler du périmètre de vos missions. Ça me semble important. Absolument. Merci Claire, bonjour à tous et merci de nous accueillir pour cette keynote. Donc moi je suis Mathieu Caron et je suis le directeur du Customer Care et de l'expérience client de L'Oréal Luxe. Donc un mot sur L'Oréal Luxe, donc on est le leader de la beauté grâce à un portefeuille de marques iconiques et complémentaires. On pourrait citer Lancôme, Valentino, Prada, Yves Saint Laurent par exemple. Ces marques, aujourd'hui, elles travaillent sur 3 axes principaux de la beauté, donc le make-up, le skincare et le parfum. On a des marques qui ont un footprint international et donc au quotidien, quand on parle d'expérience client, il faut qu'on ait à la fois cette dimension très luxe, donc capacité à générer de l'émotion, à générer des souvenirs et à le faire dans des environnements clients qui sont différents, puisqu'on n'adresse pas des clients asiatiques de la même façon que des clients européens ou sud-américains. Donc c'est dans cette complexité en fait que Caroline et moi aujourd'hui on interagit. Et plus précisément sur mes missions, j'ai 3 rôles. Le premier qui est d'accompagner ces marques justement dans la définition de leur stratégie client et de s'assurer de leur cohérence avec leur go-to-market, donc stratégie commerciale et marketing. Une deuxième mission qui est de m'assurer avec les marchés que cette vision progressivement elle s'opérationnalise, elle devienne concrète pour nos consommateurs finaux. Et enfin un troisième rôle qui est dans un monde de plus en plus omnicanal, et on va en parler avec vous Claire, de créer des synergies notamment avec le monde du retail. Merci. Je vais proposer qu'on augmente juste un petit peu le son de votre micro. Je fais un petit signe à la régie parce que il y a pas mal de brouhaha, donc si on peut juste un petit peu augmenter votre micro, merci. Donc je me tourne vers vous, Caroline. Caroline, Mathieu vous a convié à ses côtés. Vous êtes Global Retail Customer Experience L'Oréal Luxe. En quoi est-ce différent finalement de la mission de Mathieu, parce qu'on est quand même sur des fonctions un peu similaires. Oui, tout à fait. Alors déjà, je suis ravie d'être ici. Merci pour l'invitation et bonjour à tous. Alors effectivement, c'est assez proche, c'est un miroir, mais la clé d'entrée va être beaucoup plus retail. Aujourd'hui, en plus de ça, je suis sur un prisme vraiment directrice clienteling, et en ça, ma mission, au même titre que la tienne, Mathieu, c'est de développer la stratégie du clienteling pour la division, de développer les outils pour pouvoir la mettre en place et de s'assurer avec les marques de retranscrire cette vision globale luxe en termes de clienteling et de retail expérience offline en point de départ, mais dans sa stratégie de marque, et qu'elle sera insufflée un peu partout. Voilà. Oui, donc finalement, vous incarnez vraiment l'omnicanalité chez L'Oréal.
Oui, tout à fait. Donc, tous les canaux de distribution sont représentés par effectivement Caroline et moi. Ouais. Très bien. Alors justement, quels sont, j'ai envie de vous poser cette question, quels sont les grands principes d'une expérience client omnicanal chez L'Oréal? Alors chez L'Oréal, peut-être une petite définition. Pour nous, l'omnicanal, c'est vraiment la capacité qu'ont nos marques à délivrer une expérience homogène, simple, fluide et ultra personnalisée, quel que soit le consommateur, quel que soit le canal de contact qu'il utilise, physique ou distanciel, quel que soit son moment de vie, donc de l'acquisition jusqu'à la rétention, et quel que soit surtout son motif de contact. Premier principe. Ça, c'est le premier principe, c'est comme ça qu'on apprend en tout cas cet objet qui est l'omnicanalité. D'accord. Pour que cette omnicanalité soit une réalité, on va beaucoup travailler à l'homogénéité de l'expérience. Donc derrière ce mot un peu barbare, pour chacune de nos marques, on va définir ce qu'on appelle des tone of voice, donc finalement des principes relationnels, comment s'adresser à un client, comment l'accueillir, comment objecter une réclamation. Et ces guidelines tone of voice, on va ensuite les décliner sur chacun des canaux. Et la promesse qu'on offre à nos clients derrière ça, c'est quel que soit votre point d'entrée, vous allez être accueilli, vous allez être conseillé, vous allez être orienté de la même façon. Et quelque part, ça amène à la fois cette touche, comme je disais, d'émotion, de connectivité qu'on recherche dans le luxe, mais aussi un élément de réassurance, quel que soit votre moment de vie. Donc homogénéité et unicité à travers cette vision très transverse, on va dire, par canaux. Ensuite, il y a un deuxième principe, en tout cas chez L'Oréal Luxe, c'est vraiment la simplicité. On veut que nos consommateurs puissent, de manière automatique et quasiment immédiate, d'avoir une réponse à leurs interrogations tout le temps. Donc, ça veut dire Quand vous dites simplicité, c'est presque fluidité? Alors c'est à la fois fluidité et à la fois instantanéité. D'accord. Et donc vous pourrez me poser la question de comment on fait la nuit. On viendra après, mais il y a toute une logique d'hybridation en fait, de nos canaux. Il y a des canaux qui vont pouvoir apporter un niveau de réassurance très élevé, un niveau de conseil également très élevé, qui soit via des humains ou automatique. On a beaucoup investi sur ce qu'on appelle la beauty tech, donc des services self-care qui vous permettent de choisir les bonnes fondations pour votre make-up, qui vous orientent dans les choix de crème également par rapport à vos caractéristiques de peau. Mais on va également travailler des canaux peut-être plus confidentiels, en tout cas plus réduits en termes de couverture fonctionnelle pour gérer des demandes qui pourraient intervenir le soir ou quand vous êtes en train de voyager. Merci. Caroline, je crois que vous avez également des principes, si on peut les appeler comme ça. Oui, tout à fait. Alors Mathieu l'a très bien dit, ce qu'on cherche avant tout dans l'omnicanalité et partout, c'est d'avoir cette expérience la plus homogène possible, la plus fluide, la plus claire. Je suis un conso, j'ai une attente, j'ai un besoin, je vais prendre mon canal de préférence avec ma marque ou pas, de manière générale. J'attends une réponse immédiate et claire. Maintenant, il y a on top de ça, j'attends aussi à ce qu'elle soit la plus pertinente et personnalisée possible. C'est d'autant plus clé pour nous dans le luxe, qui a une approche très, et dans le clienteling, très hospitality, conciergerie très proche. Et donc l'objectif, c'est d'apporter la réponse, le conseil, le diagnostic le plus pertinent possible pour le consommateur. Donc je reprends mon exemple, je suis ce conso. J'attends à ce que la réponse qu'on m'apporte, ce ne soit pas une réponse du type de catégorie de consommateur dans laquelle je suis. Non, j'attends une réponse sur mon problème à moi, Caroline. J'attends à ce qu'on me propose une routine qui soit adaptée à mes concerns, pas parce que c'est la routine de la top seller de la marque. Donc il y a cette notion de ultra personnalisation qui est très forte. Un petit élément additionnel, donc je ne l'ai pas dit en introduction, mais le retail pour le luxe, c'est 30 000 points de vente, 27 000 ce qu'on appelle les beauty advisors, les billets. Ce monde hybride, un modèle de distribution très très fort et très disparate. Aujourd'hui, on sait que 73% des consos attendent du retail d'être un univers et un univers d'expérience. On ne rentre plus en point de vente pour aller acheter un produit. On rentre pour y vivre une émotion, une expérience et qu'elle soit ultra personnalisée, se sentir unique. Donc ça, c'est un troisième pilier extrêmement fort. Et pour ça, pour répondre à cette demande accrue, il y a une dernière évidence, c'est l'interconnectivité des canaux. Alors ça fait écho à ce que tu disais Mathieu, mais aujourd'hui, il faut s'affranchir, ça on le sait depuis longtemps, mais les silos, c'est maintenant, il faut les casser. Un conso n'est pas on, n'est pas off. Une entreprise ne doit pas l'être. Au contraire, il faut travailler la complémentarité. C'est ce qu'on cherche vraiment à faire en travaillant ensemble. Claire, vous l'évoquiez tout à l'heure, on est la représentation de l'omnicanalité. De l'omnicanal, tout à fait. Exactement, et vraiment notre quotidien, Mathieu et moi et bien d'autres équipes, c'est de travailler cette complémentarité pour aller en tirer le meilleur
in fine de chaque canal, mais plus de chaque interaction. Donc c'est un peu nos principes clés avec Mathieu. Alors, je ne sais pas si vous avez retenu, mais homogénéité de l'expérience, simplicité, personnalisation et interconnectivité. Voilà les grands principes. Alors maintenant, on peut parler de priorité. On en parle beaucoup depuis un moment. L'expérience client, elle est vraiment remontée au top management. Pourquoi justement cette expérience, mais je dirais omnicanal, elle est encore plus importante au niveau des entreprises? Effectivement, l'omnicanalité, c'est un sujet qu'on évoque depuis une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, notamment dans le monde de la relation client. Donc c'est continuellement un nouveau sujet, un sujet d'importance. Je pense que si vous me permettez d'être un peu provocateur, il y a longtemps eu une confusion entre le multicanal et l'omnicanal. Et cette confusion, en fait, elle a amené énormément de flou sur l'omnicanalité et sur son activation et sur les promesses qu'elle pouvait apporter. Si on parle de multicanal, pour faire un petit retour en arrière, c'était vraiment la capacité d'une entreprise à se positionner sur chacun des canaux où ses consommateurs sont, mais de penser le canal dans une perspective d'usage. Donc le canal vit parce qu'il a un usage, parce qu'il a une finalité, ça va être un canal d'acquisition, un canal de rétention, un canal de fidélisation par exemple, et on va le concevoir de cette façon-là, les parcours vont répondre à cette finalité et on va le piloter également de cette façon-là. Et en le faisant de manière très silotée, on s'est rendu compte que un consommateur qui lui en parallèle était en train de devenir omnicanaux, commençait un parcours sur un canal, avait sa réponse, était emballé par l'expérience qu'on lui offrait, avait une deuxième question, et là, on était incapable de lui répondre, on le promenait de service en service, donc on crée des ruptures, on crée une insatisfaction, et on avait du mal à capter finalement quelles étaient ses attentes et ses envies. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'on s'est réellement dit, le multicanal, c'est bien, mais il y a des limites. Mais il y a des limites. Ok. Caroline, quel est votre regard par rapport à ça? Alors, je rejoins complètement Mathieu. Cette confusion à multicanal et omnicanal a été très forte jusqu'à encore aujourd'hui. Pas plus tard que ce matin, j'avais un séminaire et avec des collègues, il y a eu encore une discussion autour de ça avec confusion. D'accord. C'est encore un sujet d'actualité. Et alors, il y a encore un sujet d'actualité, il semblerait, en tout cas avec ce collègue-là. Après, l'omnicanalité, aujourd'hui, la puissance et la force, c'est je pense, la prise de conscience, en tout cas, des entreprises là-dessus, c'est que véritablement, ça va enlever toutes ces limites que tu as évoquées, parce qu'il y a un changement de paradigme relativement fort. Aujourd'hui, on va vraiment resituer le conso au cœur de toute la stratégie. Vraiment, on arrête de penser à la finalité, on pense au conso avant tout et tout ce qui se découle autour. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses attentes, parce qu'elles sont nombreuses, ça devient véritablement la matière première pour construire tout ce qu'il y a autour. Avant, c'était pas ça. Avant, on pensait vraiment à la finalité. Comment je vais augmenter mon AOV, comment je vais augmenter la fréquence, mon taux de repeat, etc. Aujourd'hui, on va repartir du conso, de ses attentes, et on va construire le workflow, les process, tout autour de ça. Et ça veut dire quoi? C'est qu'on parle aujourd'hui d'interaction et d'optimiser ces interactions et pas le canal en question. C'est dans un écosystème vraiment plus global et transversal. Donc c'est une vraie puissance et c'est une prise, je pense, aujourd'hui, de nécessité pour une entreprise d'y aller. Aujourd'hui, d'une évidence absolue, ça y est, on doit y aller. Ok. Comment finalement, j'ai presque envie de l'appeler un changement de paradigme en fait, comment il s'est opéré concrètement, comment il s'est matérialisé? Parce que c'est pas simple de ne plus penser business, mais d'inverser les choses finalement. Oui, je suis d'accord. Alors, ma conviction en tout cas, c'est que le consommateur a enfin pris le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur, en tout cas une fois de plus, là je vais prendre un prisme clé d'entrée retail. On travaillait énormément avec ce qu'on appelle la CMI, donc, qui est tout un pôle d'études qui nous nourrit de toutes les attentes consommateurs, de toutes les nouveautés, pour être
au clair sur tout ça. Et ce qu'on voit émerger comme tendance forte en termes de retail et du coup d'omnicanalité, c'est, je l'évoquais tout à l'heure, 73% attendent que ce soit une expérience. Au-delà de ça, il y a des attentes aussi d'aller en point de vente et d'y vivre cette expérience en communauté. Il y a aussi des injonctions contradictoires. Je veux me sentir unique, mais comme je viens de le dire, je veux être dans une communauté. Je prône la sustainabilité et pour autant, je cherche absolument à avoir de la tech, la nouvelle tech et voilà. Et tout ça, finalement, cette prise de pouvoir consommateur, pour moi, a été l'élément déclencheur. Et ce qui se matérialise là-dedans, à nouveau retail, et je te laisse ensuite jumper sur la partie online, c'est que très souvent, on a dit que le retail post-Covid était mort. Et en soi, pas du tout. Nous, on est persuadés qu'au contraire, c'est ce qu'on appelle le board retail, tel qu'on le connaissait avant, oui, il est mort. Mais aujourd'hui, non. Il y a ces attentes-là qui font qu'il y a eu ce changement de paradigme qui s'est opéré, en tout cas qui a insufflé ce début. Une complémentarité qui s'est peut-être encore plus renforcée. Tout à fait. Voilà. Ouais. Mathieu. Sur la partie online, après je donnerai peut-être une illustration avec une de nos marques. Sur la partie online, ce qui a vraiment changé, c'est je crois qu'il y a une montée en maturité des fonctions de la relation client qui pendant longtemps ont été vues comme l'équipe qui gère le SAV, qui gère les réclamations et qui apporte pas de valeur. C'est un centre de coût. Et progressivement, au cours des 15 dernières années, on a vu que finalement, un agent au call center, il était en interaction constante avec le consommateur et de plus en plus avec l'ajout de live chat sur les sites, de téléconsultation, en tout cas d'autres dispositifs humains sur le online. Et que ces interactions en fait, avaient un potentiel qui était dormant, qu'on n'activait pas. Et on s'est rendu compte qu'en formant ces équipes, ils pouvaient donner des conseils comme les forces de vente en magasin, ils pouvaient détecter des opportunités de vente de services, etc. Donc il y a eu cette maturité-là. Je pense également que les canaux, on les a mieux compris. C'est vrai quand au début, une quinzaine d'années, Facebook s'est lancé avec Messenger, puis WhatsApp est arrivé, il y a eu une course un petit peu à l'échelle haute où il fallait aller sur tous ces canaux. TikTok est arrivé, il fallait aller sur TikTok. Enfin, on y allait parce qu'il fallait y aller, mais sans forcément avoir une vision, encore une fois, holistique de ces canaux et de ce qu'ils pouvaient apporter pour le consommateur. Une maturité peut-être aussi par rapport à la compréhension de ces canaux. Oui, et puis, on a beaucoup parlé du rôle du vendeur, qui était déterminant. Finalement, aussi, le conseiller arrive à prendre aussi cette casquette et il est formé pour en savoir aussi presque plus que le consommateur. Absolument. Et je vais peut-être rebondir sur ce que tu disais sur le retail. On a une marque dans notre portefeuille qui s'appelle Kills, qui est une marque new-yorkaise qui a un peu plus de 150 ans d'existence, qui a été créée au moment où la ville de New York avait besoin d'être un petit peu assainie. Il y avait beaucoup de problèmes de santé publique et la marque a vraiment été créée pour apporter du soutien, on va dire paramédical, à ses concitoyens. Et toute la logique derrière cette marque, c'est vraiment le modèle de l'apothicaire. Donc quand vous allez en magasin, les agents vous accueillent avec une blouse blanche, ils vous parlent de leur engagement auprès de la société. Et tout cet univers-là, quand vous allez sur le site, vous le retrouvez. Vous avez le code de New York avec les briques, avec les graffitis, etc. Donc vous êtes dans cet univers-là. Quand vous entrez en téléconsultation, qui est un service qu'on propose, vous voulez des conseils, etc., c'est une vendeuse en magasin, quand elle est disponible, qui vous accueille. Et derrière elle, il y a tous les produits, il y a ces fameuses briques de Kills qu'on retrouve. Donc il y a tout l'univers qu'on recrée. Pareil sur le online. Donc il y a vraiment cette homogénéité pour répondre aux attentes du consommateur. Ouais. Et je rajouterais juste en top de ça par rapport à ce que Claire vous évoquiez, c'est le rôle de la force de vente qui a aussi changé. Je parlais beaucoup des attentes et des nouveaux codes, mais en même temps, un shift majeur et une raison qui pour moi a fait opérer ce vrai changement, c'est le nouveau rôle qu'on demande à nos forces de vente. Honnêtement, jusqu'à présent, sincèrement, il y a quelques années, c'était de vendre un produit, alors de le vendre bien évidemment, mais aujourd'hui, on demande d'être facialiste, on demande d'être make-up artiste, on demande d'être entertainment, parce qu'il y a aussi une communauté il y a une incarnation de la marque, en fait. Exactement, aussi, on leur demande un élément très très fort, d'être aussi tech leader dans un sens, parce qu'aujourd'hui, tu l'as évoqué tout à l'heure, Mathieu, on équipe nos forces de vente d'outils qui permettent de casser ces silos et de faire cette omnicanalité, mais aussi d'apporter toutes ces attentes des consommateurs avec des machines, la beauty tech, pour faire des diagnostics, etc. En soi, il faut être capable
d'appréhender ça. C'est de la tech. Donc on demande énormément de choses. Et tout ça, il faut aussi réussir à l'intégrer dans cet écosystème global et que ça, je fais quoi ce que tu dis, que ça se retranscrive un peu partout, parce qu'il y a Diagon Line, offline, etc. Donc on essaye d'avoir cette... Voilà, Alors, on vient d'en parler un peu, mais forcément, c'est cette transformation omnicanal. On voit que c'est long, hein. C'est long, c'est complexe. Ouais. Elle a de l'impact justement sur la partie organisationnelle, opérationnelle, technologique et humaine. Ouais. C'est quoi finalement les secrets? Alors, les secrets, c'est le moment que vous attendez tous, je pense. Il n'y a pas de recette. Voilà. C'est bien, c'est toi qui l'as annoncé. Bon. Non, en fait, en effet, c'est long, c'est complexe parce que ça implique tout ce que vous venez d'évoquer et parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus l'apanage de fonctions très clairement définies, comme ça l'était avant. Quand on est sur du multicanal, en soi, on a le responsable de chaque canal. En vrai, le directeur, c'est finalement plus simple. Aujourd'hui, non. Tout le monde est impliqué. Tout le monde peut jouer sur l'expérience client. Donc, beaucoup plus dur. Mais néanmoins, avec Mathieu, dans toutes les discussions qu'on a pu avoir et sur notre background, on pense qu'il y a des piliers, des facteurs clés qui permettent à une entreprise de shifter sur ce modèle omnicanal et en tout cas de manière la plus successful possible. Le premier pour moi, c'est d'intégrer et de vivre un véritable mindset customer-centrique. Mais quand on dit ça, on se dit ok, mais en fait c'est différent de customer-oriented et focused. Quand je dis customer-centrique, pour moi, c'est une connaissance et une définition de votre consommateur qui est bien plus large que le conso avec votre marque et vos produits. Ça veut dire quoi? Typiquement, jusqu'à présent, on pouvait s'arrêter à je sais que mon conso aime beaucoup plus le produit de cette gamme-là, beaucoup plus l'autre produit de cette gamme-là, etc. Nous, ce qu'on veut savoir, ce qui est important de savoir, c'est est-ce que ce consommateur, au final, il aime plutôt une crème avec un sérum fluide ou un sérum plus riche? Est-ce qu'il a des problèmes d'hydratation? Est-ce qu'il attend plutôt à jouer sur sa fermeté? Est-ce qu'il préfère appliquer quelque chose le soir? Est-ce que la sustainabilité est un élément clé et facteur dans la gamme qu'il va utiliser? Donc, c'est au-delà de tout ça. C'est une vraie différence réelle. C'est presque anticiper l'étape d'après sur sa façon de consommer et sa façon d'aimer un produit, une marque. Voilà. Oui, exactement. Et en fait, ça nous permet d'avoir une vision bien plus large et de répondre à ses attentes. Puisqu'on parlait tout à l'heure de le multicanal, on était toujours à la course de la finalité et finalement d'essayer d'anticiper, d'écrire un parcours en se disant je veux augmenter mon AOV. Bon, voilà les leviers pour augmenter mon AOV, et donc je vais espérer qu'il y a cette interaction qui s'opère à ce moment-là pour avoir mon résultat. Là, c'est limite presque du temps réel, et c'est l'action du consommateur qui va driver en fait tout le funnel et le pathway. Donc pour moi, ça c'est un élément structurant. Quand on se met dans ce prisme-là, et c'est dur, en vrai, c'est déjà un premier élément majeur. Et il faut que ce soit à tous les niveaux d'organisation. Et pour ça, moi, ça fait le lien avec mon deuxième point qui me paraît essentiel et qui est crucial pour moi pour opérer un shift avec succès. C'est valable que si vous avez de la data unifiée et pertinente. Donc non seulement il faut être en mesure de réussir, la data elle est partout, elle est vraiment partout, mais on en revient toujours à ce problème de tech. La data, c'est pas juste capter un nouveau lead, c'est pas juste capter un nouvel opt-in. On veut connaître dans sa globalité le consommateur, on veut savoir ses préférences, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il fait chavirer, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui va faire que je vais le hooker. Ça, c'est à tous les niveaux, partout, donc il faut l'avoir. Et il faut avoir, c'est sûr, la capacité de cruncher cette data, comme on dit, et surtout de la transvaser, de la mettre à disposition de tous les stakeholders, toutes les personnes qui vont pouvoir être confrontées d'une manière ou d'une autre avec ce consommateur et agir sur l'expérience. Donc c'est typiquement chez L'Oréal, je disais rapidement tout à l'heure, mais nos forces de vente sont équipées d'un outil de clienteling qui leur permettent d'avoir une vision vraiment 360 du conso. On ne s'arrête pas à ce qui s'est passé en point de vente. Et on sait quel diagnostic, quelles attentes, qu'est-ce qu'ils ont fait online, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Enfin, il y a vraiment une vision 360, ce qui permet d'avoir cette hyper-personnalisation et des outils qui leur permettent aussi et surtout de créer une relation qui ne s'arrête pas en point de vente, mais de faire perdurer la relation de proximité entre un billet et une conso après. Donc c'est la puissance et la force de la tech. Voilà, deux éléments majeurs. Mathieu a envie de réagir pour compléter les clés de la réussite, j'ai l'impression. Un très rapide, effectivement, il faut vraiment avoir cette obsession client. Donc
Au monde de la relation client, tout ce qu'on appelle la VOC, donc la Voice of Consumer, La voix, ouais. les clients deviennent vraiment des éléments capitaux en fait, pour non seulement convaincre les marques d'aller dans cette logique omnicanal, parce qu'en tout cas, nous, notre division, on chamboule et on chahute vraiment les marques dans cette logique-là. Donc la VOC a un rôle clé. Et également, un autre élément sur lequel je voulais insister, c'est qu'on l'a dit, les forces de vente, en fait, il faut vraiment les voir comme une seule communauté d'ambassadeurs de marque. Il n'y a plus de différence entre le vendeur et l'agent dans un call center. Ce sont des mêmes personnes qui incarnent une marque, qui sont animées de la même façon, qui sont formées de la même façon, qui ont les mêmes challenges, qui ont les mêmes ambitions. Et finalement, ces personnes, elles respirent la marque au quotidien. Et ça, c'est un vrai plus en fait dans l'expérience qu'on délivre. Merci. Je peux juste vous poser une petite question en guise de conclusion et après, comme ça, on pourra prendre une question. Brièvement, comment vous appréhendez l'expérience client omnicanal de demain? C'est-à-dire, enfin, je ne vous demande pas d'avoir une boule de cristal, mais vraiment pour vous, c'est quoi l'étape d'après, puisqu'on en parle beaucoup de ces briques omnicanal, en fait? Je pense que déjà, il faudrait sécuriser les fondamentaux de l'omnicanal qu'on vient d'évoquer. Mais au-delà de ça, si on regarde un petit peu plus loin, on est convaincu que cette expérience demain, elle sera hybride, parce qu'on ne peut pas non plus faire totalement l'impasse sur la démocratisation de l'IA, l'accélération de GenAI, etc. Donc elle sera hybride et émotionnelle. Hybride parce qu'on est convaincu qu'un certain nombre d'interactions, de conversations, n'ont pas forcément de valeur à être gérées par un humain, que ce soit en offline ou en online. On veut vraiment proposer des solutions à dire automatisées, semi-automatisées pour gérer ces demandes à très faible valeur ajoutée. En revanche, ce temps qu'on arrive à dégager au sein des équipes, on veut le réallouer à davantage de conseils, davantage d'accompagnement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi j'ai découvert ça, le make-up et le skincare, c'est hyper complexe. Il y a vraiment des correspondances entre votre peau, la forme de vos visages qui sont assez complexes. Et nous, en tant que leader de la beauté, on a un rôle d'éducation, d'évangélisation, et on considère que ce temps-là peut permettre à des consommateurs, des consommatrices qui seraient peut-être un peu plus éloignés de cet univers-là, de bénéficier de conseils d'experts. Donc ça, c'est pour la partie hybride. Et la partie émotion, c'est qu'encore une fois, dans ce qui marque réellement une relation client dans le luxe, c'est la petite vibration que vous allez avoir après votre interaction, après votre visite en magasin, après avoir échangé avec un expert beauté, un make-up artiste, et on investit énormément en fait sur cette brique-là. Donc à la fois de l'IA et à la fois de l'humain. Ouais. Très rapidement, si on veut prendre une question. Non, mais il l'a très bien résumé. Bon. Je rajoute juste vraiment très rapidement, l'émotionnel, pour moi, c'est extrêmement important parce que dans l'univers du luxe, en tout cas pour L'Oréal, et c'est valable pour ce secteur-là, le contact reste avant tout ce qu'on cherche aujourd'hui à avoir, à tout moment. Peu importe les interactions qu'on évoque, c'est le contact, qu'il soit humain ou pas, mais le prisme humain, en tout cas chez L'Oréal, restera et est toujours très très fort pour nous. Donc l'émotion passe extrêmement par ça. Donc, voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, on peut prendre une question et poursuivre éventuellement après les échanges. Est-ce qu'il y a... Non, je ne vois pas de questions. Bon, a priori, on a été très clair. Merci beaucoup, en tout cas, tous les deux, merci à vous, merci pour cet éclairage, votre expertise. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.